Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour. Quel lendemain une Turquie présidée par Recep Tayyip Erdogan réserve-t-elle à la fois aux Turcs et aux Arméniens ? La société civile turque, les libertés fondamentales, les conflits régionaux, les relations avec l'Arménie et les Arméniens, le centenaire du génocide. Voici des questions qui nécessitent une réflexion et des réponses. Réponses que nous demanderons à nos invités d'apporter. Defne Gürsoy, écrivaine et journaliste au journal turc Bir Gün. Bonjour. Bonjour. Vavjan Sirapian, directeur de la revue Europe et Orient, bonjour. Bonjour. Et Erol Özkoray, journaliste, écrivain, bonjour. Et bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous pour parler de l'actualité de la Turquie, de l'intérieur, avec donc, j'allais dire, le nouveau régime, non, puisque c'est le même, mais avec une formulation, une présentation. En tout cas, vous allez nous dire qu'est-ce que cela représente pour nous, l'arrivée d'Erdogan à la présidence, de Davutoglu au poste de Premier ministre, et pour nous, il est très important de parler de Çavuşoğlu en tant que ministre des Affaires étrangères. Alors, nos auditeurs peuvent nous appeler à partir de 11h au 01 43 53 20 74. Et comme vous le savez, cette émission est filmée comme toutes nos émissions Carte sur table, des émissions que vous trouverez et que vous trouvez sur la première page de notre site radio-hypefm.com. Et notre invité, Defne Gürsoy, n'a pas souhaité être filmé. C'est la raison pour laquelle vous ne la verrez pas dans le film de cette émission. Donc, commençons avec vous, Erol Özkoray. Beaucoup ont cru à une sorte d'effacement, d'effondrement, d'affaiblissement de Recep Tayyip Erdogan après la révolte de Gezi. Mais voilà, il est président de la République turque et c'est une première au suffrage universel. Alors, quel est le secret de cette réussite ? C'est le système électoral. Finalement, mais la majorité du pays est contre ce pouvoir islamique, c'est-à-dire... Mais la majorité du pays a voté pour ce président. Mais de notre côté, il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas allé aux urnes, par exemple, pour leur candidat unique, les anciens électeurs de MHP et de CHP, et ils sont 6 millions. Au total, 12 millions de personnes n'ont pas voté. Donc, si on prend en considération tout ça, le score d'Erdogan, il n'est pas tellement content de son score. Ils attendaient 60%, donc les 52%, c'était un peu juste. Vous savez, 50,001%, c'est suffisant pour diriger un pays et nous apporter du bien ou du mal, et c'est la question principale de cette émission. Oui. Comment se fait-il que Erdogan, avec tout ce qui s'est passé, les escroqueries dont on a parlé, le fils avec un groupe de gens inculpés, libérés il y a juste récemment, accusés de fraude, de détournement de fonds, le fils du même Recep Tayyip Erdogan, sa conversation téléphonique avec son fils pour cacher son argent, et cette contestation à laquelle vous étiez présent vous-même. Comment se fait-il après tout ça? Et puis il y a pour terminer, il y a aussi une opposition interne avec le mouvement Gülen. Donc avec tout ça, finalement, on se dit, il est fort. Non, quand on pose ce genre de questions, si on a avec une vision européenne, occidentale, donc les choses ne sont pas comme ça, ne se passent pas comme ça. Si on prenait par exemple au niveau historique, c'est la revanche des peuples anatoliens qui ont été écrasés méprisés durant l'Empire ottoman, qui ont été écrasés par la République,
qui se voit devant la scène avec l'islam, qui a été longuement sous-estimé par les élites républicaines et laïques. Il faut voir les choses comme ça, c'est-à-dire on voit ces peuples d'Anatolie très conservateurs, très portés à la religion. On peut dire aussi ils carburent avec l'islam. Donc ces peuples sociologiquement se sont vus projetés devant la scène politique grâce à leur leader et à leur parti, AKP, et leur leader Erdogan. Et ils ont été, pour la première fois depuis à peu près 200 ans, ils ont été, comment dirais-je, mis en avant par ce pouvoir. Et il y a eu beaucoup de, si on regardait au quotidien, beaucoup de politiques d'aide sociale qui a très très bien marché. Nous parlons des couches les plus défavorisées de la population. Et ces gens-là, finalement, leur idée, quand on leur parlait dans la rue, on leur questionnait, ils disaient, bon, ils volent, mais ils travaillent. Donc, mais quand ils volent, c'est de leur, du pouvoir d'achat de tout un peuple tout entier qui a été volé, bien sûr. Mais l'idéologie des électeurs partisans d'Erdogan, c'était résumé finalement à ça. Mais alors on va revenir à l'idéologie parce que c'est le point central. Les choses sont beaucoup plus graves, bien sûr, par rapport à ces élections, parce que le système politique change. On n'est pas dans la suite de 2002, quand AKP avait remporté les élections. Il y a eu un changement radical avec les élections de 2011, et là nous passons carrément à l'État sunnite islamique non avoué, non officiel. Donc, ce qui change depuis 12 ans, très très important, la dissimulation, c'est-à-dire on appelait taquiller, c'est-à-dire un projet politique caché de ces islamistes. Cette dissimulation a disparu. Maintenant, tout est clair et net, donc on va en discuter longuement. Justement, nous avançons. C'est la raison pour laquelle on peut annoncer ici même la fin de l'État laïque. Et nous passons directement vers l'État islamique. Alors, Defte Gürsoy, sur la première partie déjà, pourquoi et comment se fait-il que malgré tout Erdogan, on va le dire, il a cartonné depuis 12 ans, il cartonne. Oui, vous avez absolument raison. Je vais aller très vite parce que en fait, je viens d'expliquer ça à un ami français qui était de passage à Istanbul, qui ne comprenait pas la même chose. Je vais essayer d'être assez simple. En ce qui me concerne, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec certains points de Hello. Rappelons quand même que les pots de vin, etc., ce n'est rien de nouveau en Turquie. Depuis à peu près les années 50, depuis Menderes, c'est tout à fait la même chose avec chaque gouvernement qui s'enrichit, qui crée sa propre bourgeoisie. En fait, c'est simplement le pouvoir du CHP et des élites de Turquie qui ont changé, heureusement, parce que la majorité de la Turquie se forme de ces gens plus simples, plus d'Anatolie, etc. Ce ne sont plus les élites urbaines, si vous voulez, qui régneront. C'est un peu les aléas de la démocratie. Il faut bien que ils se reconnaissent en Erdogan déjà dans le discours très populiste et voire vulgaire, moi je dirais vulgaire de Erdogan. Ils se reconnaissent parce que ce n'est plus un monsieur qui a été éduqué aux États-Unis ou en France qui parle à leur nom. Mais il y a plus important quand même. Dans le quotidien, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple, parce que je vais très souvent en Turquie et j'habite dans un quartier assez mixte, populaire et plus intello. Alors tout simplement, la personne dont je vous parle, c'était un petit menuisier de quartier, comme il y en a à Istanbul, qui faisait aussi des petites vitreries, etc., très très simple. Il était déjà très conservateur, il avait plusieurs enfants. Cet homme a adhéré à l'AKP et aujourd'hui il est le représentant régional pour une marque de comment on appelle ça, de vitres
double vitrage assez bien vendu, etc. Cet homme-là a changé de vie. Comment peut-on demander à un homme qui veut donner une meilleure vie à ses enfants, puisqu'il en a 6, à sa femme, de ne pas adhérer oui, il vole, exactement comme dit Errol, il vole, mais il travaille. Il travaille pas seulement, mais il y a quand même une grande, si vous voulez, ce sont le passage de l'avantage économique du pouvoir au peuple comme on l'a jamais fait. Et donc, moi je l'appelle plutôt Erdogan. Je vais plus loin. Je dis que c'est un fasciste sunnite parce que ça c'est une autre histoire. Mais il y a quand même des explications au quotidien très simples. La vie des gens ont amélioré effectivement économiquement parlant pour certains qui étaient démunis jusqu'à maintenant. Alors, moi, je la trouve simple, mais pas suffisante, bien sûr, mais c'est une vision de voir. Alors, c'est très important de comprendre le pourquoi de l'arrivée il y a 12 ans et de la poursuite de cet élan, parce que, on l'a dit, on s'attendait à un affaiblissement, on a vu ici et là des candidats, mais vous avez raison, vous avez parlé d'un parti de CHP qui, on peut le dire, presque, il s'est effondré, il n'existe plus, il n'y a plus d'opposition en Turquie. Alors, idéologiquement, Varjan Serapian, est-ce qu'au-delà de l'explication sociétale, peut-on dire que le Turc moyen, dans une grande majorité, même si Erol Özkoray dit qu'il n'y a pas eu une participation très massive, il y a eu des absents à cette élection, mais finalement, est-ce qu'idéologiquement, les Turcs on peut le dire, ont adhéré au programme d'Erdogan? Une partie, ça veut dire que là je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, sauf que pour répondre bien à votre question, comment il a été élu malgré, c'est ça votre question, malgré tous les scandales qui ont eu depuis 1 an, Gezi plus, c'est ce qui s'est passé au mois de décembre, les scandales financiers, mais tout simplement parce que si vous regardez bien ce qui s'est passé, chaque fois qu'il y a eu une manifestation, aussi bien dans la rue que devant les tribunaux ou des enquêtes officielles, la réponse était brutale. Ça veut dire que c'est une sorte dictatoriale en disant voilà, vous faites une enquête, je vous vire. On en a parlé ici. Combien d'officiers de police, tout ça, ont été virés de leur boulot parce qu'ils faisaient leur travail, soi-disant parce qu'ils faisaient partie de l'État parallèle de Gülen. Mais ça a continué. Et puis les scandales, effectivement, c'est ce qui a été dit. Les gens savent, ils sont pas bêtes, hein, ils savent qu'ils volent. Mais leur vie, par rapport à ce qu'ils vivaient avant, ça s'est amélioré aussi. Donc ils disent c'est pas grave. Bon, ils volent. C'est vrai, il faut le reconnaître. Voilà. En 12 ans, voilà. L'économie turque et les plus démunis, voilà. Vu leur niveau de vie. Voilà. Il y a une constitution d'une classe moyenne, une nouvelle classe moyenne en Turquie. C'est une des explications de cette réussite. Maintenant, pour revenir aux racines, on va en développer tout à l'heure, mais pour dire en 2 mots, pour comprendre la Turquie d'aujourd'hui. On peut appeler faussement, on l'a appelé néo-ottomanisme. Tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer que c'est pas vrai en réalité. C'est pas l'étiquette qu'il faut utiliser. Déjà, c'est pas aussi simple. Vous êtes tous d'accord qu'il ne faut pas du néo-ottomanisme. Non. Il n'y a pas de néo-ottomanisme. Alors, totalement faux. Oui. Voilà. Donc, pour comprendre la montée de l'islamisme en Turquie, qu'on avait pensé avec Atatürk qui a été éradiqué. Oui. Bon. Mais il faut lire un livre qui a été publié en France en 2000 ou 2001, l'islamisme turc, chez l'Armatan. Alors là, on voit que tout de suite après le bipartisme, Jean-Pierre Touzan, c'est un professeur français qui l'avait écrit. C'est excellent comme livre. Ça montre statistiquement, sociologiquement, comment petit à petit, par l'Anatolie et puis après la prise de Istanbul, tout ça comme ville, c'était pas anodin. Mais ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, la situation actuelle, ça remonte à 1950. Si vous permettez cette parenthèse pour dire que les Anatoliens ont rempli pendant plusieurs années Istanbul, d'où la réussite d'Erdogan à Istanbul même. Voilà. Je veux dire, électoralement, si vous voulez, je peux vous donner le chiffre des vrais Stambouliotes. 20% de la population. Non, même pas. C'est Murat Belge qui avait fait un travail de trouver en fait des gens qui avaient des familles stambouliotes depuis seulement 3 générations, même pas plus. 3 générations, ça nous renvoie à peu près à 1920-30,
Aujourd'hui, ils ne sont que 600 000 maximum à Istanbul, qui est une ville de 16 millions. Donc le reste, ce sont tous des ruraux qui sont venus exactement de l'exode rural. Justement, par exemple, dans les années 50, la population d'Istanbul, c'était 600 000. Mais c'était ces 600 000. Quand je dis 600 000, il y avait minimum 80 000 Arméniens, 100 000 Grecs et 50-60 000 Juifs. C'est-à-dire la moitié pratiquement 30-40% de la population était non musulmans. À Istanbul, je parle de 55. Hein. Il y avait 300 000 personnes qui s'ajoutaient à Istanbul autour des années 60, jusqu'en 2000. Donc, Et dans les années 70, très longtemps, la population d'Istanbul, c'était aux alentours d'1 million. Ça a duré très longtemps. Ensuite, l'explosion a commencé avec la guerre au Kurdistan. C'est comme ça que... même, moi, je dirais avant. Hein, mais en tout cas, l'explication de la réussite... Je parle pas de l'arrivée des Anatoliens. L'explication de la réussite... Mais l'explosion, c'est la guerre contre... L'explication est la plus grande ville de la réussite... L'explication de la réussite d'Erdogan... c'est dû justement à l'arrivée des Anatoliens à Istanbul. Lui-même. Benjamin Sirabian, je vous laisse la parole pour... Qui est un vrai stambouliote quand même. Ancien. Non, moi je suis pas d'Istanbul. Je suis déjà par rapport à ce qu'il dit d'ailleurs concrètement, dans les années 50-60, sociologiquement Istanbul, ça n'a rien à voir avec Istanbul d'aujourd'hui. Hein. Donc cette base-là, ça a fait la base même pour la réussite. Maintenant, idéologiquement parlant, donc tout à l'heure on va peut-être encore plus développer, mais je disais l'étiquette néo-ottoman qu'on a, parce qu'en Europe on aime bien tout de suite coller des étiquettes rapidement. C'était d'ailleurs néo-ottomanisme, c'était l'étiquette qu'on a donnée à Davutoğlu. Et donc là, j'ouvre une petite parenthèse. Là aussi, on a trop surestimé Davutoğlu en disant il a sa théorie zéro problème avec le voisinage, tout ça. Il a fait un livre là-dessus qui est soi-disant je sais pas combien de milliers. Oui, mais ça c'est pas vraiment beaucoup. C'est pas de l'ottomanisme zéro problème avec les voisins, parce qu'il y a une histoire plein de problèmes avec dans le passé d'envahissement, d'expansion. Bien sûr, mais bon aujourd'hui. Le fait est que tout le monde a dit c'est quelle théorie, quel avancement. Mais aujourd'hui, le slogan est inversé. Aujourd'hui, la Turquie n'a aucun voisin sans problème. Donc c'est l'inverse de ce qu'il voulait, ce qu'il avait annoncé. C'est que le Turc n'a pas d'autre ami qu'un autre. Par exemple, ça c'est toujours. Donc aujourd'hui, certains intellectuels, certains journalistes ont plutôt tendance à dire que nous sommes rentrés dans une phase plutôt islamo-kémaliste. Ça veut dire que pan-islamiste plutôt. Là aussi, toujours pour comprendre aujourd'hui, il faut revenir dans les années 1906. Là, il y avait déjà, avec les jeunes Turcs, il y avait une bataille idéologique. Est-ce qu'on fait du pan-turquisme ou est-ce qu'on fait du pan-islamisme? C'était ouvert. Finalement, c'est les pan-turquistes qui ont gagné. Donc parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, à l'époque, la Turquie, c'est le sultan, c'est le calife, et l'islam, en termes d'expansion islamique, avait un sens idéologiquement. Oui. Donc aujourd'hui, pour revenir à la nouvelle, au nouveau gouvernement, parce que là, ils ont dit, il y a un projet de nouvelle Turquie. D'accord? Bon, après on verra qu'est-ce que ça donne la nouvelle Turquie. Première chose qu'on constate, le gouvernement de Davutoğlu, c'est une réplique du gouvernement Erdogan, avec quelques changements de ministres, copier-coller. Et Davutoğlu, qui est 100% attaché à Erdogan, qui à l'autre jour a voulu faire une petite dérivation en disant c'est moi maintenant votre interlocuteur en parlant aux oppositions parce que c'est moi le chef du Premier ministre. Ne vous adressez pas à Erdogan. Lui maintenant il est le président, il est au-dessus des partis. Dans l'avion même qui ramenait Erdogan de Qatar au retour, il l'a mis les choses au point. Donc il a dit que non, c'est lui le chef. Ça veut dire que d'ailleurs avec Gül c'était la même histoire. Gül a essayé de se distancer sur certains points et très vite on a vu comment le jour
de son arrivée au pouvoir, Erdogan, comment il a ridiculisé Gül en lui créant une cérémonie avec sa médaille qu'il n'arrivait pas à accrocher, etc. Il a mis à l'écart aujourd'hui Gül parce qu'il lui a pas obéi à 100%. Voilà. On est d'accord. Pas tout à fait de la même mouvance aussi. Hein. On est d'accord, mais en tout cas, il faut obéir à Erdogan aujourd'hui pour faire partie du plan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec de toute façon, ça c'est la personnalité d'Erdogan. Comme disait tout à l'heure Daphné, ceux qui connaissent le turc, la langue, et c'est la façon qu'il parle, nous l'avions appelé le sultan de Kasım Paşa. Les gens qui connaissent Istanbul, ils connaissent Kasım Paşa, et ça veut dire que c'est une sultane dans sa tête, mais qu'il vient pas de haute sphère. Et Kasım Paşa, c'est quoi pour Kasım Paşa, c'est un quartier populaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle en turc, c'est ce qu'on appelle le langage de Kabadayı, tout ça. Donc, même quand il parle avec des journalistes, au bout de deuxième ou troisième phrase, si ça lui convient pas la question, la phraseologie d'Erdogan, c'est vraiment très vulgaire. C'est presque à la limite d'insulte, vous êtes d'accord? Donc, ça c'est pour connaître déjà la personnalité. Plus ça s'ajoute donc l'autocratie, ça veut dire que maintenant je suis à la tête de l'État, c'est ça dans sa tête. J'ai tous les pouvoirs. En revanche, là, il sera peut-être un peu déçu parce que si le Conseil constitutionnel turc reste sur ses positions, il n'a pas tous les pouvoirs. Normalement, le pouvoir reste toujours au gouvernement. Alors, ça suffit amplement. Juste une question avant de poursuivre, parce que c'est une question centrale, me semble-t-il. Est-ce que sur le plan de la Constitution, car il a voulu créer une Constitution à sa taille, avec un président avec tous les pouvoirs, justement, est-ce que aujourd'hui il a tous les pouvoirs constitutionnellement? Ça, je connais bien la situation constitutionnelle. Je vous explique. C'est la constitution des généraux qui date de 82, du coup d'État de 80, et c'est une copie assez osée de la constitution française de 1958, de la Ve République. Sauf que il y a le pouvoir est bicéphale comme en France, mais sauf que le président de la République n'a pas été élu par le suffrage universel. Donc, les constituants pensaient comme ça. Alors, pourquoi ce pouvoir donné par la Constitution à ce président de la République? Pour garantir, au cas où il y a un pouvoir contre l'idéologie de l'État, c'est-à-dire un pouvoir islamique ou bien un pouvoir communiste de gauche, etc., pour que le président de la République puisse faire barrage à ce genre de pouvoir. Le but, c'était ça, des constituants. C'était deux anciens de lycée de Galatasaray, qui ont rédigé cette constitution, mais ils n'avaient pas pensé que un jour, ce président de la République pourrait être élu au suffrage universel. Donc, tout le système change. Parce que il y a trois pouvoirs très très importants qui sont identiques à celles de la Constitution française, nommer le Premier ministre, présider le gouvernement et la dissolution. Ce sont les trois volets principaux du pouvoir du président de la République française. Donc il les a. Le célèbre article 16 de la Constitution française qui donne un pouvoir suprême dans des cas assez difficiles au président de la République française, on en a sous forme d'un autre article, en plus alourdi. Donc, par exemple, si Erdogan était président de la République au moment du Gezi, il aurait pu, grâce à ses pouvoirs, décréter l'état de siège. Donc, ce pouvoir, le pouvoir de l'article 16 existe en plus fort dans la Constitution. Cela veut dire la chose suivante. Il peut, comme il essaye il aime forcer les lois, les conditions, ce qui a été acquis, il aime forcer ça. Donc, très probablement, il peut user de ses forces sans passer par une nouvelle constitution. Absolument. Parce que c'est assez difficile de faire la nouvelle constitution, parce que c'est un parti qui est en baisse, normalement, dans les sondages, et on va voir, il a perdu aussi des voix. Donc, pour les élections qu'on attend, les élections générales
d'octobre 2015 législative, le parti ne veut pas faire un bon score, ça c'est sûr. Va faire un score au-dessus de 40%, quelque chose comme ça. Donc on va en venir là-dessus. Donc il n'aura pas la majorité suffisante pour un référendum, pour une nouvelle constitution. Donc il va s'en sortir avec celle qui existe entre ses mains. Donc il peut exercer les pouvoirs d'un président de la République classique avec cette constitution. Alors, Daphné Cursoy, on va voir durant cette émission ce que cache en réalité ce régime, quelle est son idéologie profonde, à la fois sur le plan de la politique externe, on a parlé des voisins, etc., les intentions, les ambitions régionales, voire internationales, mais commençons par l'intérieur. Donc, ce que cache ce régime au peuple turc. Oui, évidemment, pour beaucoup, vous avez cité l'exemple du menuisier, il est ravi de voir ces affaires prospérer, etc. Mais où est-ce qu'il sera dans 20 ans? Où est-ce qu'ils seront ces enfants dans 20 ans? C'est ça la question. Alors sur le plan sociétal, qu'apporte l'AKP et Recep Tayyip Erdogan à la société turque? Merci. Juste avant la sociétale, on est passé quand même par l'économie, et puis Barton, vous avez dit que l'économie turque va bien. Écoutez, ce constat n'est pas du tout prouvé, malheureusement, parce que en fait aujourd'hui cet magnifique exemple que soi-disant donne la Turquie est basé sur deux choses. C'est le BTP, oui, entièrement presque le BTP, et deuxièmement les barrages hydroélectriques centrales qui font partie même de la construction. Donc il n'y a rien d'autre, ce pays n'a rien fourni de durable, si vous voulez, de nouvelles technologies, etc. Au contraire, tout ce qui est nouvelles technologies, il y avait déjà l'équivalent du CNRS turc totalement délabré, alors qu'il y avait quand même des choses absolument intéressantes qui sortaient de la Turquie. Tout d'abord, cette économie va s'effondrer. C'est le jour où cette économie qui est vraiment très fragile et que l'on tient est très endetté, mais le turc lambda, le monsieur et madame tout le monde sont très endettés. On est exactement dans le même modèle que les Grecs, et c'est pas très sorcier quand même d'aller voir ce qui se passe à côté. Le turc lambda, surtout urbain, parce que bon, on est à 75% d'urbanisation, je crois, est endetté jusqu'à sa tête. Ils ont 4 cartes de crédit. Chacun a on divise le mois, si vous voulez, le 5 du mois on paye une carte avec l'autre carte, et le 15, etc. C'est comme ça que l'endettement se fait. Donc c'est vrai que oui, les plus démunis sont devenus un peu plus riches, mais à quel dépend quand même? On est endetté jusque vraiment, non seulement le pays, mais les Turcs aussi. Moi, dans mon entourage, j'ai des amis qui sont endettés vraiment et qui ne savent plus s'en sortir. Donc, il faut arrêter quand même. C'est l'heure. L'économie turque ne va pas bien. On est dans je suis pas économiste, donc je vais pas continuer sur ça. Mais vraiment, le BTP n'a jamais enrichi un pays. En plus, côté sociétal, je reviens à la société, on est vraiment dans une bétonarmisation de toutes les villes, y compris Istanbul, avec des constructions, vous savez, des projets absolument faramineux, un peu rocambolesques, etc., qui vont tuer, bien sûr, je parle même pas de l'écologie, de l'équilibre écologiste, écologique, mais aussi parce que n'oublions pas quand même que la migration, l'exode rural en Turquie continue. Elle est bien moins importante que dans les années, à partir des années 70, et surtout, comme disait Erol, à partir de la guerre au Kurdistan. Mais il y a toujours, et ces gens-là, où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Ils ajoutent, Istanbul va devenir une ville-monde, est devenue une ville-monde. De toute manière, il n'y a plus de limite géographique à Istanbul. Il n'y en a plus. D'un bord à l'autre, c'est 110 km. On ne sait même plus, Erol. Et 110 km, on disait, maintenant on ne sait plus. Donc, et gérer cette ville, qui est quand même le centre névralgique de l'économie et de la société. Côté sociétal, allons... Alors, permettez-moi juste, et on va continuer juste ce regard quand les Européens, quand on parle d'Istanbul, cette belle ville, vivante, etc. Donc, et on parle des élites cultivées, instruites,
d'Istanbul. Donc on ne peut plus parler d'Istanbul de la même manière. Pas du tout. Donc Istanbul il y va perdre son a charme. des centaines d'Istanbul et il y a surtout 2 Istanbul. Il y a celle que les touristes voient, très sympathique autour de Taksim, Gezi, etc. Et puis il y a le vrai Istanbul qui est à 30 km d'Istanbul. J'ai connu dans mes travaux de société civile des gens qui étaient nés, soi-disant, à Istanbul, mais qui n'avaient jamais vu le Bosphore. À peu près à 30 ans, des femmes qui n'avaient jamais vu le Bosphore, qui vivaient dans les banlieues très éloignées. J'ajoute une chose, des gens qui vivaient dans les villages un peu reculés de Beykoz, qui est une colline sur le Bosphore, des gens qui sont venus de l'Anatolie, qui vivaient dans les hauteurs de Beykoz, n'ont jamais vu la mer. Oui, depuis c'est le 15 années. communautarisme turc. J'ai vu ça lors des campagnes électorales, c'est inimaginable. Et le problème de la société turque ne s'arrête pas là. Si vous voulez, je pense que c'est aussi un peu l'idée de m'avoir ici. C'est que heureusement il y a une société civile qui est très active. Justement. Et heureusement, parce que moi j'écris beaucoup d'articles sur l'avenir de la Turquie. L'avenir de la Turquie est très glauque de tous les sens, économiquement, sociétalement, etc. Et moi, l'autre jour, j'ai un ami qui a proposé une autre terme de cette islamisation. Il dit on est même plus dans l'islamisation, on est dans une arabisation de la vie quotidienne. C'est vraiment une arabisation au sens arabe, bien sûr je parle pas du Maghreb, mais de l'Arabie Saoudite et du Mashrek. Donc, ça veut dire quoi pour un Turc, cette arabisation? C'est quoi? C'est insultant? C'est dégradant? Non, c'est une dégradation de vie. C'est un mode de vie différent. On est aussi c'est une perte d'identité, c'est ça? Oui, mais il y a aussi, par exemple, les touristes sans doute ne le ressentent pas, mais c'était important pour moi en tant que femme de 53 ans, toujours été libre. Moi, je ressens quand même une sorte d'offense. Non, c'est même pas une offense, c'est tellement doux et c'est tellement bien calculé que c'est une sorte de pression dans mon attitude, dans comment on me traite. Alors justement, puisque je voulais parler de comme on me disait avant. Je voulais parler justement de cette idéologie qui, petit à petit, on a commencé par quelques mots ici et là. Ensuite, les femmes ne doivent pas sourire en public. Ensuite, il faut pas boire de l'alcool après telle heure, surtout en public. À la maison, vous pouvez peut-être. Non, ce n'est pas. On ne peut pas boire après telle heure. On ne peut pas vendre de l'alcool. C'est pareil en France. Je vous rappelle, c'est une loi européenne. Hein. C'est pareil partout en Europe. Cette loi-là a été mal interprétée en fait. Mais en tout cas, ça les arrange bien évidemment. Peu importe. Mais c'était une loi européenne, etc. C'est pareil en France. Non, mais ils grignotent la vie sociale. Bien sûr. Voilà, avec ce genre de choses. Cette loi, c'était très intéressant puisqu'on l'a mal interprétée. Ça cache pas le. Pas du tout. Ça cache pas le forêt. Le forêt est là. L'islamisation de la société est là. Alors justement, est-ce que, selon vous, Erol Özkoray, Defne Gürsoy, Varun Serapian, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, après une expérience de 10-12 ans avec l'AKP, que dans 30 ans, on sera dans une société où les femmes sauront, s'il n'y a pas de frein à ce mouvement, couvertes, donc ce sera un peu l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est ça? Vous parlez de la burqa ou... Non, pas jusque-là, mais en tout cas... Mais les femmes sont couvertes à majorité maintenant en Turquie, de toute manière. Si vous parlez de la couverture du fichu, oui. Non, mais on ne parle pas de fichu. Non, mais on parle de l'islamisation de la société. L'autre, ça fait partie des traditions. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec... Mais c'est déjà... Mais les femmes sont déjà passées... Ces gens-là qui avaient le fichu votaient pour le parti kémaliste. Absolument. C'est pour ça que je pose la question. Les Arméniennes aussi se couvraient il y a un siècle en Turquie, donc c'est... il y a la partie traditionnelle, il y a la partie religieuse. Et il y a quelque chose d'oriental là-dedans. Oui, mais c'est aussi une sorte de revendication identitaire politique aussi. N'oubliez pas, c'est comme nos parkas dans les années 60. Ce que portent les femmes turques aujourd'hui, vous comprenez de quel côté ils sont, avec même la manière de faire le turban. C'est une sorte de code vestimentaire. Alors, Benjamin Serapian, justement... on a vu cette interdiction qui frappait l'usage d'Internet. Parlons des libertés fondamentales et des libertés civiques. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, la Turquie peut faire face à cette société dont Defne Gürsoy a commencé à parler? On va y revenir parce que c'est important. Est-ce que c'est une société civile construite, éveillée, avec une conscience politique et organisée, ou ça y est, Taksim est passé, c'est fini?
disons que il y a cette prise de conscience, aussi bien dans la jeunesse que dans c'est ce qu'on appelle la société civile, certains intellectuels, des professeurs. J'ai des amis professeurs dont beaucoup d'élèves ou des étudiants étaient présents à Gezi, et qu'ils ont d'ailleurs perdu l'œil. Enfin, ils étaient très brutalement réprimés. Le problème, ça revient à ce que nous avions déjà décrit en 2005, quand on a écrit Europe-Turquie, un enjeu décisif. C'est l'une des sujets que nous avions traités. À l'époque, si vous vous souvenez, on montrait la Turquie, comme on l'a dit tout à l'heure, sous le regard des Istanbul et donc presque européenne. Pourquoi pas? Mais il faut dire qu'il y a un minime pourcentage de la population globale qui est dans cette strate. Mon ami Erol, quand on s'est vu la première fois, il disait qu'il y a deux Turquies, donc ceux qui regardent vers l'Europe, hein, les Turcs européens dans leur tête, et puis les autres. Quand on dit européen, c'est les valeurs européennes où nous avons l'habitude d'en parler. Et donc ces gens-là, ils sont minoritaires. Si le sujet est grave, mais je voulais quand même un peu alléger le ton. Et vous connaissez la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est toujours les catastrophes qui arrivent. Donc il y a des dérivations de cette loi. Il y en a une qui dit l'œuf, quand il tombe sur une pierre, il se casse. D'accord? Si la pierre tombe sur l'œuf se casse. Et donc il finit la phrase en disant, il y en a certains qui n'ont pas vraiment de chance, quoi. Oui. Et donc ces gens-là que moi. Et qui n'a pas de chance ici? C'est les gens qui essayent de parler, de crier même de leur râle. Des civils turcs. Voilà. Je suis pas d'accord. Bon, alors donc c'est que nous avons d'ailleurs toujours voulu aider, amplifier leur voix, être leur mégaphone en Europe, tout ça, mais on voit que ne serait-ce qu'en partant de Gezi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est d'ailleurs, Erol, il a inventé un mot que j'adore bien. Il a dit, c'est gaz d'Oran. C'est pas Erdogan, c'est gaz d'Oran. C'est le gens qui, voilà, qui bon, voilà. Et vous êtes en train de manifester calmement, on vous gaze. Il y a une femme qui passe, la fameuse femme en robe rouge. Oui. On voit comment le policier, d'une façon très brutale, le gaz, mais vraiment. Mais la société civile, c'est pas Gezi, attendez les. Non, amis. Mais. Oui, mais moi, je fais très attention, si vous le permettez, aux images. C'est vrai que les images sont souvent très parlantes, mais comme souvent avec 2-3 photographies, on essaie de mettre en avant une situation. C'est assez dangereux. Moi, je préfère qu'on discute non pas de quelques faits, mais d'accord, mais du fond. Moi, j'ai essayé de prendre des exemples concrets. Si je vous donne par exemple, je suis sur les réseaux sociaux via Twitter. Il se trouve que maintenant, j'ai pas mal de suiveurs ou avec qui je suis en contact des Turcs sur place. Souvent des professeurs ou des élèves, des étudiants, tout ça. Donc, je vois aussi leur impatience pour élever leur voix. Ils voient eux-mêmes comment leur liberté d'expression, c'est du jour en jour, c'est brimé. C'est ça le problème. Et donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'internet, les réseaux sociaux, tout ça. Bien sûr, mais avant aussi, il y avait une société civile en Turquie quand même, les amis. Et alors, tu me soutiendras ici. C'est le coup d'État de 80 qui a fait l'explosion de la société civile. Heureusement, c'était le seul dérivé, si vous voulez, produit dérivé du très sanglant coup d'État de 80, c'était que les intellectuels de gauche qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans la rue, ont commencé un vrai combat avec tous les aspects. L'histoire des femmes, écoute, on tue 300 femmes par an en Turquie aujourd'hui. Il y en a une tous les jours à peu près. Hein. On est vraiment dans un féminicide absolument. Est-ce que c'est nouveau? C'est peut-être pas nouveau, c'est que on en parle, mais le problème, c'est pas c'est nouveau. Et puis, j'ose pas dire, mais c'est même plus les chiffres. C'est qui sont ces femmes? Ce sont des femmes à 50% qui sont tuées par leur mari ou leur frère ou leur père, enfin quelqu'un de la famille, à 50% parce qu'elles ont décidé de vivre une vie comme elles le veulent.
Donc ça veut dire ça c'est beaucoup plus nouveau. Sinon il y avait bien sûr du féminisme. Mais justement, c'est parce qu'aujourd'hui il y a l'avantage d'en parler et que dans le passé il y avait peut-être autant de femmes tuées, mais qu'on qui ne passaient parle... sous silence. Voilà. Mais bien sûr, mais bien évidemment, mais peut-être pas. Non, les groupes de femmes disent que ça a augmenté. Je regarde avec respect leur sondage parce que je suis sûr qu'elles ont raison. 150, ils ont annoncé l'autre jour 151 000 personnes dans les prisons turques. À peu près 3 000 étudiants, étudiants lycéens et universitaires. 40 journalistes au dernier compte, plus que l'Iran et la Chine. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Reporters sans frontières qui avait fait ce travail avec la FIDH. Et on remarque bien qu'entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, en termes d'emprisonnement de journalistes, il y a une culture qui se développe. L'Azerbaïdjan a bien appris des Turcs, effectivement, de leurs grands frères les Turcs, comment emprisonner de plus en plus en Azerbaïdjan. Ce sont des gens qui ont une voix différente aujourd'hui, qui osent s'opposer, mais bon. Et donc, si vous voulez, et je suis allé juste voir pour ce matin, combien il y avait de prisonniers en 2002 quand ils sont arrivés au pouvoir dans toute la Turquie. Il y en avait 36 000. Et là, on est à 151 000. Ça veut dire qu'on a triplé. Non, c'est 5 fois plus. Oui, enfin 5 fois plus. Je ne sais pas si on peut expliquer ça tout simplement par le taux de natalité en Turquie, je pense pas. Quand vous regardez un peu les déclinaisons de cela, de toute manière, Gezi a fait montrer au moins au monde entier. Pour moi, le grand avantage de Gezi, c'était de faire comprendre au monde entier qu'il y avait une société civile et que la répression était là et toujours. Avant de vous donner la parole, Erol Özkoray, justement, Defne Kursoy, vous disiez, vous n'étiez pas d'accord que c'est toujours cet œuf qui va se casser. Oui, parce qu'elle est très forte aussi, cette société justement, civile. Est-ce que il y a un projet d'avenir dans cette société civile? Je suis invité d'une radio arménienne. Je vais quand même bien parler de la reconnaissance du génocide arménien en Turquie quand même, puisque je suis militante depuis des années. Et c'est vrai qu'avec la première demande de pardon, et puis nous avons rédigé, Ahmet İnsel et Michel Marian avaient déjà préparé un grand texte que nous avons mis en ligne, un Common Dream, malheureusement c'est en anglais parce que... Faisons un rêve ensemble. Là vous voyez quand même que c'est toujours très courageux de dire que oui, effectivement, Ararat doit devenir un lieu public international, que la frontière doit s'ouvrir, qu'on voudrait voir un port servir l'Arménie, etc. De port, vous parlez de la mer Noire et de la Méditerranée. Exactement. Donc ça, c'était pas, si vous voulez, ce ne sont pas... ça, c'est juste le côté de la reconnaissance. Hier se tenait à Istanbul une réunion de plusieurs associations turques pour... en fait, directement pour préparer 2015 le centenaire de la reconnaissance le centenaire du génocide arménien en Turquie, avec des projets communs en Turquie. Donc voilà, ça c'est le côté, si vous voulez, simplement arménien. Alors, on va parler des relations de si elle n'était pas là, si vous voulez, je pense que la Turquie serait vraiment condamnée à une fin très très noire. Mais c'est elle qui va résister, et c'est elle qui résiste aujourd'hui. Si on venait un peu au niveau du macro-politique, c'est-à-dire au niveau structurel, ce qui nous attend, c'est parce qu'on parle d'une nouvelle Turquie. Cette nouvelle Turquie, donc, il projette pour l'année 2023. C'est le centenaire de la République. Donc, cette nouvelle Turquie va être l'officialisation actuellement de ce qui se passe, c'est-à-dire cet État sunnite islamique qui va devenir une nouvelle république islamique sunnite en 2023. Donc, il faut voir ça. Les exemples sont bien, j'apprécie, donc c'est intéressant, bien sûr. Mais si on voit au niveau institutionnel de la chose, en 2023, cette nouvelle Turquie va être une Turquie sunnite islamique et ça va être une république, mais ça va être une république islamique. Pourquoi Davutoğlu, qui est l'homme d'Erdogan, est devenu Premier ministre, malgré son échec de la politique extérieure, qui est un échec total. Mais c'est celui qui porte une doctrine, en quelque sorte, qu'il a proposé à Erdogan. Je viens à ça. Finalement, zéro problème avec les voisins. Ils ont zéro voisin maintenant.
nous avons étudié les articles de Davutoglu, 300 articles, et son livre qui s'appelle Profondeur stratégique. Donc, Erdogan, c'est l'animal politique. Ça, on en est d'accord, parce que j'ai fait la communication politique aussi. Gagner les élections, c'est très, très difficile. Il en gagne chaque fois, donc c'est vraiment un animal politique. Mais il lui manquait le cerveau. Le cerveau va être Davutoglu. C'est son projet politique. Donc, à la suite de ces 300 articles étudiés, faits tout au long de 10 dernières années, on arrive à une chose, à quatre conclusions très très importantes pour voir l'avenir de ce pays. Primo, ce n'est pas un néo-ottomanisme, il ne défend pas le néo-ottomanisme, c'est un pan-islamiste. Très important. Pan-islamiste. La seconde chose, il est de culture allemande, il a fait le lycée, une sorte de lycée allemand à Istanbul, donc il est très imprégné des politiques du 19e siècle de l'Allemagne, Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vert, que Hitler l'avait utilisé. Donc, second volet, il veut un espace vital pour cet pan-islamisme. Très important. Donc, cet espace vert est lié à des conquêtes. Conquêtes, ça peut être physique, mais idéologique aussi. Évidemment, espace vert, ce n'est pas écologique, c'est islamique. Du monde sunnite. Ce sont des conclusions très très importantes. Espace vert, moi, à un moment donné, je me suis dit, on va avoir plein de jardins autour de l'Arménie. Quatrième chose, ils veulent un califat pour la Turquie du monde sunnite. Ça y est, ils en ont un maintenant. Écoutez. Ouais. On en parlera parce que c'est très important. Et la chose qui sort au total de tout ça, il est contre l'Union européenne. Directement, totalement et radicalement. Donc, l'Union européenne, on en reviendra parce que ça fait partie de la politique extérieure. Mais les trois choses, je répète pour les auditeurs, le pan-islamisme, l'espace vital et le califat du monde sunnite, c'est leur projet jusqu'à l'an 2023. Ils vont annoncer. Donc, ils appliquent actuellement. C'est pas officiel, c'est non officiel, mais l'idéologie est là, la doctrine est là, et le plus grave danger est là. Donc, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle Turquie. C'est la nouvelle Turquie. Donc, au-delà des exemples, etc., il faut théoriser la chose. Ce qui nous attend, c'est ça. Erol, vous avez écrit un livre, le putsch permanent, et vous avez parlé dans ce livre. Voilà, c'est Varoujan Serapian qui l'avait édité. Vous avez parlé du rôle de l'armée. Oui. Aujourd'hui, avec Erdogan président et cette nouvelle Turquie, est-ce que l'armée a encore son mot à dire ? Bien sûr. Les gens se trompent énormément. C'est-à-dire, cette armée a été complètement pas anéantie, mais disons, leur aura a été cassée. Leur image a été rayée, etc. Mais c'est une idéologie qui date du 19e siècle, depuis l'époque ottomane. Ce sont les élites de l'État et c'est le propriétaire du pays. Est-ce qu'un putsch est possible ? Tout est possible. Tout est possible, mais un putsch veut dire la fin de tout ça. C'est-à-dire, ça va être plus catastrophique encore. Ça peut causer une sorte de guerre civile, etc. Mais une partie des élites kémalistes et laïques, ils rêvent de ça. Ah oui. C'est anormal. Même les gens qui ont voté pour le CHP rêvent toujours rêvent de ça. C'est incroyable. Donc ça, c'est pas une solution. Mais il y a des solutions. Ça, on en viendra. Mais l'armée a eu un sévère coup. Mais cette idéologie de l'État, comme chez Althusser, les appareils idéologiques d'État subsistent, continuent. C'est pas du jour au lendemain en emprisonnant une centaine de généraux que vous allez mettre fin à cette priorité dans les institutions de l'armée. Tout cette institutionnellement, l'esprit de 12 septembre continue avec la Constitution, avec son Conseil national de sécurité et avec sa constitution secrète qui fait toujours ravage. C'est pour cela le génocide des Arméniens n'est pas reconnu. C'est pour cela le problème kurde n'est pas résolu. C'est un problème qui pourrait être résolu. Ce sont les lignes de l'armée rouge. Les lignes rouges de l'armée. Avant de parler des relations de cette
Turquie, de cette nouvelle Turquie avec les Arméniens, l'Arménie, les problèmes régionaux. Moi, je voudrais quand même, avec vous, Daphné Cursoy, voir encore une fois l'explication de cet état de fait en Turquie même. Vous parlez de cette capacité de l'État à mettre les citoyens ou les institutions, peut-être aussi, dans l'ignorance. Et c'est grâce à l'ignorance que les choses avancent pour Erdogan. Oui, vous avez lu l'article que j'avais fait. Tout à fait, c'est ça. dans Mediamarkt. Oui, l'ignorance est devenue, oui, comme je disais, si vous voulez, un trait caractéristique de la Turquie. Oui, mais le problème, c'était un instrument voulu, calculé, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un trait de caractère du Turc moyen. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que ça a marché. Tout pouvoir peut mettre des instruments en route, mais pour que ça marche, il fallait voir quand même ces presque 100 ans ces 90 ans de République. Ça a très bien marché. C'est ce que je veux dire. Dès le début de la République, c'était voulu, c'était demandé. Nous sommes dans l'ignorance. Le Turc moyen est dans l'ignorance totale de sa propre histoire, parce que l'histoire est racontée avec des épopées, etc., absolument trop, enfin, je veux dire, comme des contes de fées pour des enfants. Nos ancêtres, les Huns, c'est fini, parce que bon, les Américains, et l'autre, tu pourrais peut-être me confirmer, les Américains apparemment ont fait un mapping du monde entier pour l'ADN des gens qui habitent actuellement dans les frontières de 2013, je crois. Et 90% des Turcs, le mapping ADN, tout ça bien sûr illégalement, à travers des essais de pharmaceutiques, je sais pas quoi. Le mapping des Turcs actuels aujourd'hui qui vivent en Turquie, dans les frontières de la Turquie, turcs, kurdes, etc., des gens de Turquie, 90% sont un ADN balkanique. Donc nos ancêtres les Huns, c'est fini. Donc c'est pour ça que le panturquisme ne tient plus. Donc il faut, comme tu dis, un panturquisme islamiste. Mais justement, avec l'ignorance, tout le monde se croit turc. Donc appartenir à cette lignée turc, je disais en plaisantant tout à l'heure quand il parlait, une des plus grandes expressions populaires des extrêmes nationalistes revient aujourd'hui. Le turc n'a pas d'autre ami que le turc. Ça, c'est déjà tout le monde est en train de recommencer à faire ce petit dicton populaire. On en reparle tout le temps. Les Serbes disaient la même chose. Oui. On a vu le résultat. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, il y a quand même une haine de l'autre qui est très 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 importante. Les Juifs d'Istanbul et de Turquie sont très très mal à l'aise. L'antisémitisme. Oui, malheureusement, j'osais pas le dire, mais je les ai vus partir aussi. Ils s'en vont. Alors, pas souvent en Israël. Est-ce que c'est vrai cette histoire que on va mettre en avant une sorte d'une taxe spécifique aux Juifs, ou est-ce que c'est des rumeurs pour payer comme en 1942-43, c'est-à-dire pour payer les dégâts de Gaza? Ça a été demandé dans un article à Yeniakot. Vous savez, on pourrait faire un livre humoristique sur les projets faramineux de l'AKP depuis 10 ans, et c'est ce que je compte faire d'ailleurs, un truc humoristique avec. Si vous les mettez sur papier, ça va être impossible. Alors, Valentin Sirapia. En parlant de l'ignorance. Donc, ce qui est fascinant en Turquie, quand on regarde un peu l'histoire sur la République, c'est les parallèles avec George Orwell en 1984, quand il a écrit, par exemple, la novlangue, l'ignorance et le pouvoir. Et là, c'est exactement la même chose en Turquie. Et ça me ramène à donc à deux choses. On parle des générations à venir. C'est ce qui va venir la Turquie en 15-20 ans. Et pour faire le lien avec ce qu'il disait tout à l'heure Daphné, évidemment, on ne peut pas être contre, au contraire, on est derrière tous les gens qui sont pour la reconnaissance du génocide ou autre chose, pour avancer la société turque. Ce qui me rend un peu pessimiste ou lucide, je veux dire, c'est, par exemple, si je prends un exemple que moi j'ai vécu en 1966 dans une université turque à Istanbul, à l'université littéraire et d'Edebiyat Üniversitesi. Cahit Tanyol, l'un des professeurs que nous adorions à l'époque, vraiment un intellectuel qui écrivait en Milliyet, tout ça. Je rentre dans sa classe, c'était mon UV, et c'était la deuxième leçon. Le premier, j'avais loupé. Tableau noir, il dit, comme nous disions la semaine dernière, nous avons 4 ennemis. Et il prend sa craie sur le tableau noir, il écrit 1, les Grecs,
2 les Bulgares, 3 les Arméniens, 4 les Albanais, les Arnaoutes. Moi, je tombais des nues. 1966, j'ai 21 ans, en Turquie. Bon, je disais, mais c'est pas possible. Dans la rue, éventuellement, mais attends, pas dans une université. Maintenant, je reviens à aujourd'hui. Taner Akçam, l'autre jour, et puis j'ai repris l'article, donc je me suis basé là-dessus pour faire mon article dans Huffington Post. Ce qu'on apprend aujourd'hui dans les manuels histoire, dans les lycées ou dans les écoles primaires et dans les enseignements secondaires. Comment voulez-vous que un jeune avec son cerveau encore malléable, il va lire, mais c'est ahurissant quand je vais pas tout lire, mais donnez-nous des exemples, c'est intéressant. Disons que le premier ennemi est déclaré carrément, ils disent l'Arménie, mais c'est ici la question arménienne, mais en dessous, il y a tous les clichés, comme on disait tout à l'heure, l'Arménien a fait ça, a fait ci, c'est notre premier ennemi, et donc il y a carrément une mise à l'écart de la population arménienne, même s'il y en a 70 000 aujourd'hui, qui sont désignés, qui sont stigmatisés. Alors c'est écrit où? C'est dit à dans qui? Dans le manuel d'histoire, par exemple, c'est Turquie. Pour les lycées. Non. École primaire, là pour l'instant, auquel primaire? 4 on appelle. Voilà. Et donc, par exemple, je ne vais pas donner le nom parce que je le mettrai en danger, un ami professeur turc qui m'a dit, aujourd'hui, le problème de la Turquie, c'est l'enseignement. Parce que dès la jeune âge, on forme déjà les têtes. Quand ils viennent déjà à l'université, c'est déjà fait. Bon. Et maintenant, alors, l'étude a été faite par Serdar Korucu. Dans Lagos, ça a apparu. Il parle de comment sont traités les Assyro-Chaldéens, les Arméniens, tout ça dans le manuel d'histoire officiel, qui sont imprimés et ils sont rentrés dans la rentrée 2014-2015. C'est qu'ils vont lire. D'accord? Et donc, dedans, il y a tous les exemples. Comment, il y a le mot Tachna, comment ils étaient notre ennemi, qui se sont alliés, enfin, tous les classiques qu'on connaît dans le négationnisme, c'est maintenant dans les manuels. D'accord? Donc, pour venir à, par exemple, D'où votre pessimisme, scepticisme à l'égard Et je dirais même que, par exemple, la pétition qu'ils ont lancée, comme d'autres pétitions avant, moi je n'ai pas signé, comme Taner Akçam qui n'a pas signé. Si, mais il a signé, Taner. Pas celui-là. Enfin, en tout cas, il dit que moi, si demain je signais avec 2 mains, s'il y avait une pétition, alors à la limite, peut-être on pourrait le lancer nous-mêmes d'ici, pour retirer ces manuels des écoles et pour les changer. Parce que non seulement il ne retire pas, le gouvernement pourrait dire, Davutoglu par exemple, il aurait pu dire, mais écoutez, les manuels sont préparés 1 an à l'avance, ce n'est pas notre gouvernement, on présente nos excuses et puis on va les retirer. Mais comme le mot excuse n'existe pas en Turquie, même ça se fera pas. C'est ça mon pessimisme, à savoir que si les jeunes générations ne sont pas bien formées, au moins... Toi qui as donné tout à l'heure, quand tu parlais de Gezi, tu t'es donné la solution. La solution, c'est aujourd'hui la communication libre de l'échange, les Twitter, c'est toi qui tweets. Oui. C'est comme ça que les jeunes vont apprendre. C'est pour ça qu'il faut on soit plus Alors visible. est-ce que vraiment ça change quelque chose? Regardez, faisons une comparaison avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, la société azérie, et c'est une comparaison qui tient parce que c'est la même culture, c'est les mêmes voisins, etc. Et en Azerbaïdjan, il y a une culture de la haine de l'arménien, et ça vient de l'école, ça vient des médias, ça vient c'est dans la rue, c'est partout. En Turquie, il y a une différence, c'est qu'il y a une sorte de liberté. Aujourd'hui, on peut parler du génocide arménien, vous en parlez vous-même. En Azerbaïdjan, c'est pire. Mais oui, il n'y a pas que les Arméniens. Ça commence à l'école. C'est ça le problème. Il n'y a pas que les Arméniens. Toutes les altérités sont... Pour comprendre, on ne peut pas prendre en tant que faire comme ça unique la Turquie. Il y a 2 Turquies. Sinon, on ne peut pas comprendre. Ce que disait, il me citait Jean Valjean. La Turquie, une Turquie, c'est la Turquie conservatrice qui vote pour les islamistes, les gens qui ont émigré vers les villes, les Anatoliens. Ça, c'est une Turquie qui n'a rien à voir avec l'Occident, qui n'a rien à dire avec l'Union européenne et les États-Unis. Ça a été toujours une population locale qui carbure avec l'islam et avec beaucoup de comment dirais-je, conservatisme. Donc ça, cette Turquie-là est au pouvoir depuis 12 ans. Et leur chef, c'est Tayyip Erdogan, avec son parti AKP. Il y a l'autre Turquie dont on parle, avec tout ce qui est de sources, de souches balkaniques. Les Kurdes,
ils sont pas turcs, mais les Kurdes, parce qu'ils luttent pour la démocratie et ils sont épris des libertés. Les Alevis. Les Alevis. Les gens qui vivent dans la région égéenne, Marmara, aux côtés d'Istanbul, tout ça forme une autre Turquie qui est ouverte à l'Occident. Ils sont épris de démocratie, malgré qu'il y a quelques dérapages du côté des kémalistes et laïcs qui rêvent encore un coup d'État, mais ils vont être domptés. Ils sont obligés d'être domptés. Mais ils font partie quand même de cette haute Turquie qui est profondément anti-occidentale et qui sont anti-islamiques. Oui, mais ils sont anti-islamiques. S'il vous plaît, je peux terminer. Donc, il y a une rupture. L'ère des ruptures a commencé. Il y a une scission et une fissure nette de la société turque. Il n'y a pas une seule Turquie. Parce que dans l'avenir, on ne peut pas comprendre sinon. Par exemple, la dernière chance pour se sauver des islamistes, ce sont les élections générales législatives de octobre 2015, par exemple. Quelles sont les dynamiques? Comment on va s'en sortir? Quelles sont les dynamiques de cette société civile? Comment ça s'exprime au niveau des partis politiques, etc. Il y a des dynamiques quand même. Par exemple, on a vu cette dynamique, la renaissance de la gauche lors des dernières élections présidentielle. Pour moi, c'était ce qui était important. Je ne prends pas en considération Erdogan, qui n'est pas mon interlocuteur depuis 12 ans. J'étais un des premiers qui a écrit dans Libération en 2002 contre-révolution en Turquie, tout en luttant contre l'armée à l'époque. J'étais vraiment, mes positions, ça s'est confirmé à partir de 2011 concrètement. Alors donc, il faut peut-être rappeler également que vous avez des procès contre l'armée, oui, 16 procès. Non, mais également récemment avec aussi, Erdogan. Oui. Donc, ma position à cause, pour que ce soit clair, à cause d'un livre qui est apparu à propos de Gezi. Et le 23 de ce mois-ci, il y aurait le procès. Je participe pas, je prends pas au sérieux tout ce que cet État islamiste fasciste nous projette. Ça, c'est une position. Mais pour revenir à la renaissance de la gauche lors des élections présidentielles, il a obtenu Demirtas, qui était le chef du parti HDP, Parti des peuples démocratiques, il a obtenu 4 millions de voix. 10%. C'est énorme. C'était la bonne nouvelle des élections. Donc, c'est le candidat kurde. C'est le candidat kurde, mais le parti est devenu un parti national. C'est-à-dire, oui, mais ce qui est puisque nous sommes sur la radio arménienne, juste une parenthèse pour dire que c'est le candidat qui très clairement a dit que j'ai toujours reconnu, et si je deviens président de la République, la Turquie reconnaîtra le génocide arménien. Bien sûr, les Kurdes n'ont aucun complexe là-dessus. C'est la seule population en Turquie qui signe directement la reconnaissance du génocide. Le problème n'existe pas. Quand on dit Kurdes, génocide arménien, le problème ne se pose pas. Bon, il y a d'autres choses à régler, c'est-à-dire on peut en parler, on peut en discuter encore, mais ça c'est autre chose. Globalement, on peut le prendre comme ça. Globalement, on peut prendre. Il y a par la suite des problèmes des biens, de problèmes des biens confisqués. C'est-à-dire, il y a ce genre de problème avec les Kurdes. Ça, je sais. Ils sont mal à l'aise aussi là-dessus, mais ça peut se régler. Donc, ce candidat kurde Demirtas est devenu le renouveau de la gauche turque depuis 35 ans, quand même, depuis le coup d'État. Mais il faut capitaliser maintenant là-dessus. Donc, par exemple, je donne des exemples de mon quartier, des gens qui ont voté pour ANAP et DYP. Ce sont deux partis de droite, de centre-droite, et ce sont des partis centristes, ce sont des partis centristes qui n'existent plus actuellement, le parti de Zal, le parti de Demirel, etc. Ce sont ces anciens votants qui ont dit, nous allons voter pour le candidat contre l'islamiste cette fois-ci, mais nos voix, concernant les élections générales, on a décidé de voter pour Demirtas de toute façon. C'est acquis. Donc tout ça veut dire que ce parti, ce renouveau de la gauche, essaye d'élargir son électorat dans tout le pays, dans toutes les couleurs politiques. Et cela veut dire la chose suivante. En 2015, si les choses vont bien, s'ils communiquent bien, parce qu'ils ont un projet politique de société sur 10 points, la nouvelle vie, ça s'appelle, s'ils communiquent bien durant un an, ce parti peut atteindre entre 15 et 20% des voix dans un an. C'est possible. Et donc ça va se placer en tant que principal parti d'opposition
et lors des prochaines, et qui va stopper l'islamisme, et lors des prochaines élections, il peut être candidat à prendre le pouvoir. Donc, nous avons ce genre de dynamique. Donc, il faut vraiment se miser sur les Kurdes, la société aujourd'hui, civile. Aujourd'hui, il faut préciser quand même que une partie de la frontière turque est en train d'être gardée par le PKK, les militants du PKK. Grâce à eux, le fameux État islamique syrien n'avance pas dans une partie de la Turquie. C'est le PKK et non les. Non, mais ça, on va turcs. venir parce que c'est un sujet très important. On peut pas passer comme ça d'un seul sens. On va parce que les Kurdes sont l'espoir. Il faut que je termine là-dessus. Donc il y a les Kurdes plus les Alévis, ils ont été complètement déboussolés parce qu'ils votent toujours le parti kémaliste, mais une partie a voté pour Demirtas pour la première fois. Donc il y a une scission qui commence, prise de conscience aussi chez les Alévis, plus la société civile dont on parle avec Gezi, etc. Donc qui a fait ses preuves. Au total, 6 millions de personnes se sont révoltées il y a 1 an et demi en Turquie. Donc tout ça, ce sont les dynamiques pour défaire cette société islamique qu'ils projettent en tant que nouvelle Turquie. Et cette nouvelle Turquie, c'est une contre-révolution finalement, par rapport à la révolution kémaliste, avec tous ces méfaits, des choses qu'on peut critiquer, etc. Qui est, par ailleurs, c'est une sorte de fascisme vert aux couleurs de l'islam. Il faut jamais oublier ça. C'est la nouvelle Turquie qu'il projette. C'est un projet fou. J'énumère pan-islamiste, espace vital, califat du monde sunnite. Ça se sont... Attendez. Ça, c'est catastrophique comme projet, mais c'était comme le projet de Mein Kampf de Hitler. Personne ne prenait au sérieux, ni les libéraux, ni les gauches, ni la gauche, ni les social-démocrates, etc. Finalement, il l'a réalisé. Et il est venu au pouvoir par la démocratie. Mais c'est le même. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux. Et on va revenir à la lutte des Kurdes contre ce mouvement. Moi, je voudrais appeler déjà nos auditeurs, leur dire, ils peuvent nous appeler s'ils le désirent et poser des questions à nos invités au 01 43 53 20 74. 01 43 53 20 74. Donc vous pouvez intervenir, apporter vos opinions aussi sur la situation de la Turquie par rapport à la société civile, par rapport aux Turcs et par rapport aux Arméniens, ce dont on va parler maintenant, Vavgen Serapian, parce que 2015 est devant nous. Alors, première chose, déjà, Recep Tayyip Erdogan, il quitte le palais de la famille Kasabian et il va aller ailleurs. Donc, je dis pas que c'est une bonne chose parce que c'est pas une restitution, c'est tout simplement un déménagement, mais ça valait le coup de le signaler. Que va-t-il se passer étant donné que l'Arménie a présenté une invitation au président donnée par la main du ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian le jour de l'investiture? Est-ce que cette Turquie peut, non pas parce qu'elle veut vraiment reconnaître le génocide, non, tout simplement parce que c'est dans sa nouvelle stratégie de faire comprendre au monde qu'ils tendent la main aux Arméniens, on peut aller en Arménie, c'est ce que dit aujourd'hui Çavuşoğlu et le ministre chargé de l'Europe, que nous, on a tout fait, les condoléances. Vous avez parlé tout à l'heure d'excuses, c'est un mot qui n'existe pas peut-être encore en Turquie, mais condoléances, voilà, c'est le mot qui a été prononcé, et ils vont faire croire au monde entier que la Turquie, regardez, on fait des efforts. Donc c'est eux qui vont recevoir les bonnes notes. Qu'en pensez-vous ? Disons que ça, c'était le point fort de la diplomatie turque, depuis les Ottomans, depuis Tanzimat. Dire quelque chose, même à la limite signer quelque chose et ne pas respecter après. On l'a vu avec les protocoles. Le lendemain de la signature du protocole, j'étais en Arménie et je vois Erdogan à la télé turque, TRT, qui disait que si le problème du Karabakh n'était pas résolu, il n'était pas question de ratifier ce protocole, alors qu'il n'était pas du tout de cette façon-là inclus dans le protocole. Donc, ça c'est les faits. Maintenant, d'abord, je félicite cet acte qui a été vu, photographié, de donner en même propre l'invitation de l'Arménie à Recep Erdogan par Nalbandian. Ça a été bien joué parce que ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu. On le voit qu'il lit l'invitation. S'il est assez... paraît-il que
Pardon de vous couper. Erdogan est resté pendant plus d'une minute à lire cette invitation et le ministre des Affaires étrangères arménien lui a dit « Monsieur le Président, vous êtes en train de lire la page arménienne, tournez la page. » Donc cela signifie qu'Erdogan était perturbé par cette invitation. Il est resté à un moment comme ça sans savoir que dire. C'est pour ça que j'ai dit que ça a été bien joué. C'était bien joué comme acte communicatif. Mais au-delà de ça, si Erdogan il joue intelligemment, il peut très bien aller en Arménie. Ils savent faire ça. Ça veut dire qu'il peut très bien aller en Arménie. Mais il y a un autre grand événement le 24 avril 2015 en Turquie. Oui, donc il a les moyens, il a les temps forts de dire ou faire un geste, d'aller au-delà des condoléances que moi j'avais considérées comme du vent, parce que bon, il n'y avait pas grand-chose. D'abord, c'était pas oral, c'était écrit. En même temps, il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc, ceux qui espéraient quelque chose n'avaient pas trouvé évidemment ce qu'ils espéraient dedans. Mais, comme disait l'autre jour un des journalistes turcs, c'était aussi un pas qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Donc, le verre est moitié vide ou moitié plein. Maintenant, s'il veut aller au-delà, et s'il va en Arménie, peut-être ils savent toujours trouver les mots, un geste symbolique. On est venu pour parler de la peine partagée des deux peuples, turcs et arméniens. Donc ça, ils savent le faire. Donc à la limite, s'il fait ça, évidemment, c'est un bon point pour lui. Moi, je pense pas qu'il ira. Et dans ce cas, il est aussi coincé parce que qu'est-ce qui va se passer pendant l'année 2015 Erol Özkoray nous a parlé dans une émission précédente de cette organisation qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été présidée par Abdullah Gül à un moment donné, qui travaille auprès du gouvernement. Taksim Taka, et qui a pour vocation de préparer une stratégie et un plan d'action pour contrer la revendication arménienne, c'est-à-dire le plan de négation du génocide. Si ce comité, cette commission existe aujourd'hui, c'est qu'il y a un plan pour 2015 et quel peut être le plan d'action de la Turquie, Erol Özkoray, pour 2015. Il essaie de confondre les commémorations en 2015 avec la guerre des Dardanelles, je crois. Oui, donc il essaie de noyauter. Les Australiens et les Néo-Zélandais seront là, présents, avec une grande cérémonie, les Anzacs et tout. Oui, ils vont noyauter ça au niveau. C'est une sorte de désinformation, donc ils vont faire ça. Mais ce que je vois, d'après, si je prends les 12 années d'expérience. De règne, disons, oui, d'Erdogan, c'est une politique sournoise. Donc, il applique la sournoisie d'une façon assez radicale. On voit dans plusieurs domaines, et le génocide des Arméniens aussi en fait partie. Alors, finalement, c'est un État négationniste. Donc, Defne Gürsoy, vous, dans cette pétition qui a été signée par plusieurs personnalités, donc faisant un rêve, vous demandez que la frontière soit ouverte et qu'on ne parle plus des questions d'à côté, mais allons directement. Vous dites il faut ouvrir la frontière. Il y a des choses à faire en amont il faut aider l'Arménie à se développer, c'est en cela qu'on peut devenir des bons voisins, etc. Exactement, mais ça c'est pas moi qui le dis, bien sûr. Vous savez très bien que l'ouverture de cette frontière est le début de toute ouverture, ne serait-ce que un jour, si un jour, Inch'Allah, la reconnaissance, mais après il y a eu beaucoup de débats, si vous voulez, pour le contenu de cette pétition. Vous imaginez bien que moi, je fais partie de ceux qui veulent aller plus loin, qu'après la reconnaissance, qu'il y a aussi de la réclamation des Arméniens, et puis qu'on puisse Quelle réclamation tous les Arméniens qui ont été spoliés depuis 1894. Allons plus loin. Il faut un jour quand même que l'État turc, c'est ça. Enfin, tout le monde dit que c'est pour cela que l'État turc ne reconnaîtra jamais le génocide arménien, parce que la réparation sera trop lourde. Effectivement, mais de toute manière, c'est quand même paradoxal que c'est sous ce règne de 12 ans que le premier rapport avait été fait sur la spoliation des biens des non-musulmans, Gayr Muslim, des non-musulmans, pas seulement les Arméniens, mais il y a des inventaires qui sont faits. La Fondation Landing a fait des magnifiques publications
de toutes les... ils sont en train de sortir un inventaire de tout le patrimoine arménien. Le patrimoine individuel, familial ou seulement institutionnel? Non, pas que des églises, des écoles, etc. Et c'est un grand travail, c'est un travail de très longue haleine. Et quand vous voyagez quand même dans des endroits, je dirais, comme disait Errol, c'est vrai que les Kurdes ont une autre manière de regarder le phénomène du génocide. Malheureusement, peut-être qu'ils ont été partie prenante, mais aussi ils ont été génocidés, si vous voulez, dans leur tête de leur culture, de leur identité pendant des années. Donc, ce que je veux dire, pour aller vite, je crois que vous avez un appel. Non, tout simplement, c'est l'heure s'approche. D'accord. Mais tout ce que je veux dire, en fait, cette histoire, il faut absolument que les gens comprennent. Et quand on se rassemble le 24 avril à Taksim. Moi, je fais tout pour être présente. Je vis à Paris, mais je suis toujours là. Parce que je pense que vraiment, le plus important des commémorations se fait à Istanbul, parce que ce soit les Turcs et non les Arméniens qui font cette commémoration. Ceux qui l'ont fait, les petits-enfants. Et c'est la meilleure manière de montrer que les choses changent. Et je voudrais vraiment... Excuse-moi, Hello. Je voudrais vraiment qu'il y a beaucoup plus d'Arméniens de diaspora qui viennent nous soutenir, nous, ceux qui essaient de faire changer quelque chose. Mais à Istanbul, vous allez voir, vous allez être tous contactés par toutes les associations. On voudrait qu'il y ait la plus grande majorité d'Arméniens de diaspora, de France, des États-Unis, qui soient avec nous le 24 avril 2015 à Istanbul. Alors nous allons, c'était une belle conclusion de votre part, Defne Gürsoy. Vos mots de conclusion, Errol Özkoray. Donc, pour qu'il y ait reconnaissance de génocide, il faut qu'il y ait une démocratie dans ce pays. Ça, c'est ma thèse, c'est ça. Et on parle du fascisme islamique, du fascisme vert. Donc, les choses se compliquent. Mais il faut voir aussi le volet de notre côté de ce pouvoir, de cet Erdogan, qui, à mon avis, est au niveau des valeurs universelles, il n'a pas de légitimité. Malgré qu'il gagne les élections, il y a une crise de légitimité. Pourquoi? Parce qu'il a violé le contrat social qui était celui de défendre l'État républicain laïque. Malgré tout, c'est une république autoritaire. On voulait qu'elle soit démocratique. La laïcité est dégénérée. On sait que l'État y met sa main, etc. Donc, mais quand même, il œuvre contre ce contrat social qui était celui de défendre l'État république laïque. Il a commis aussi un crime contre l'humanité avec Gezi. Donc il a eu 8 personnes tuées, 10 000 blessés, 6 millions de personnes ont été attaquées dans toute la Turquie. Donc, c'est crime contre l'humanité. Je parle de cette manque de légitimité. Troisième volet, crime de guerre, parce qu'il a eu, d'une façon illégale, des armes chimiques sont passées en Syrie, donc il y a eu des morts à cause de ça. Donc, il a commis un crime de guerre. Et il a commis un crime de génocide contre les Kurdes, avec, on appelle Daesh maintenant, cet État islamique, soi-disant État islamique, ce groupuscule barbare. La Turquie a appliqué une sorte de plan B ou bien C d'une façon sournoise. Il a utilisé ce groupuscule, je dirais même pas terroriste, parce que en Turquie officiellement l'État appelle terroriste tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est nous sommes tous des terroristes, tout ce qui est opposant. Donc ce sont des barbares. Ils n'appellent même pas terroristes. Ils disent ce sont des gens nerveux. C'est Davutoglu qui a dit ça. Donc, pour frustré, moi, actuellement, ce pouvoir, il faut jamais mâcher les mots. C'est un cheval de Troie qui est au pouvoir à Ankara. Et quand le Qatar veut expulser les frères musulmans, c'est le premier qui saute pour les accueillir en Turquie. Et donc, le cheval de Troie, c'est-à-dire ce Daesh, est au pouvoir à Ankara. Donc, il faut voir les choses comme ça. C'est pour cela, Ankara a fermé ses yeux à la politique génocidaire de Daesh. Et il a travaillé avec elle. Et donc, c'est crime de génocide. Et cinquième manque de légitimité, c'est cette corruption géante. Donc, Defne parlait des réparations arméniennes
et qui pourrait coûter très cher à l'État, c'est moins que leur corruption géante qui est 160 milliards de dollars. Donc, à mon avis, ça doit c'est aux alentours c'est pas de 100 sûr que c'est ça moins, parce que on sera très exigeant au niveau de. Non, mais c'est-à-dire. Non, mais vous avez raison de dire que le montant de la corruption qui a jailli au mois de décembre 2013, on parlait de centaines de milliards d'euros. Voilà. De dollars. Donc, normalement, sa place doit être au tribunal international de l'Haye. Normalement. Il est à la tête de l'État, mais donc il faut voir ça, que ce pouvoir est un cheval de Troie, et qu'il n'y a pas de légitimité. Et nous avons une sorte donc pour terminer sur un volet positif, donc les élections, l'ultime étape, c'est octobre 2015, c'est très important pour défaire ce pouvoir islamique. Et comme les Kurdes, les Turcs de l'Ouest aussi ont une certaine, grâce à ce parti de Demirtas, ont certains projets, c'est le projet d'autonomie démocratique, comme ce qui s'est passé en Écosse dernièrement. Donc avoir une sorte de parlement, une sorte de pouvoir local, etc. Nous avons déjà commencé pour Istanbul. Oui. Il y a aussi le travail a commencé. d'Istanbul qui s'appelle Istanbul nous appartient à tous, qui est en plusieurs langues. C'est de prendre parti en tant que citoyen d'Istanbul, la gestion de la ville et avoir une voix dans la gestion de la ville. C'est très important. C'est aussi une très grande. Donc, c'est important parce que les Kurdes sont actuellement ils l'appliquent au Kurdistan de Turquie. Ils sont sur le point de l'appliquer. C'est dans leur projet politique et c'est valable aussi pour l'Occident, c'est-à-dire ceux qui veulent lutter jusqu'au bout contre les islamistes pour une Turquie démocratique européenne. Alors, votre mot de conclusion, Valjean Serapian. Évidemment, je sais qu'il y a tellement de volets quand on parle de la Turquie, on n'a pas assez développé la partie relation avec l'Arménie, on n'a pas parlé, heureusement Erol dans sa conclusion on a parlé de Daesh, cet État islamique, et comment même l'ambassadeur des États-Unis en Turquie vient d'annoncer que on le savait, nous les Américains, que la Turquie préparait, armait, finançait, entraînait ces djihadistes. Donc votre mot de conclusion. Disons, pour terminer sur tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pessimiste, mais j'ai aussi des côtés optimistes. Géopolitiquement parlant, je crois toujours à des changements possibles. Peut-être ça a 15 ans, 20 ans de distance. Moi, en tant qu'Arménien, évidemment, ça m'intéresse d'avoir à côté de moi une Turquie démocrate. Sans parler d'Azerbaïdjan de l'autre côté. Mais reste 3 rapports que j'ai lus récemment sur Azerbaïdjan, par exemple, que l'Europe dit un pays, malgré tout ce qu'ils connaissent sur Azerbaïdjan comme pays de corruption, tout ça. Le Parlement européen, avant-hier, a voté une résolution condamnant les exactions de l'Azerbaïdjan sévèrement pour sa pratique des droits de l'homme, de la démocratie. Voilà. Je suis en contact vraiment très sérieux aussi avec les opposants de là-bas. Le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Le puits de pétrole de Bakou ont une durée de vie de 15 à 20 ans. Qu'est-ce qu'il deviendra dans 20 ans s'il n'a plus de pétrole? Comme à tout par rapport à un pays européen, par exemple. Donc là, géopolitiquement, les choses peuvent changer. Pour la Turquie, début de l'année 2014, Sibel Edmonds, un ex-agent de FBI aux États-Unis, mais qui parle turc, tout ça, donc elle était interprète pour le FBI. Elle a fait un article avec la question suivante comme titre: est-ce que la date de péremption de Erdogan est arrivée? C'était bizarre, date de péremption. Pour les États-Unis, oui, mais pas pour la Turquie. Voilà. Et donc, si les États-Unis, demain, pour des raisons, les États-Unis, le juif, tout ça, parce qu'ils ont chacun ses raisons pour dire que ça en est fini, donc on peut pas travailler avec ces gars-là, ça peut changer aussi les choses. Donc, pour l'instant, je suis d'accord en disant que à Ankara, il y a un pouvoir, moi j'appellerais à la limite national religieux. Bon. On verra jusqu'où ça va aller, mais selon les constitutionnalistes, les élections prochaines sont très importantes parce que c'est là que ça peut s'arrêter
le rêve de pouvoir d'Erdogan. Donc c'est face à une mur. Donc merci pour toutes ces explications. Le sujet était très important, très vaste. Sûrement, on est frustré de sortir avec pas assez de réponses et on n'a pas posé toutes les questions qu'on voudrait poser ici. Merci Defne Gürsoy. Je rappelle que vous êtes écrivaine et journaliste au journal turc Birgün. Et Mediapart. Et oui, évidemment. Donc Valjen Serapian, merci à vous. Vous êtes directeur de la revue Europe et Orient. Pas seulement, mais pour faire bref. Oui. Rolos Koray, merci à vous aussi. Vous aussi, vous êtes journaliste et écrivain turc. Donc merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.